Quand j'étais petit, des gens de ma famille venus de contrées lointaines me racontaient souvent l'histoire d'un personnage un peu étrange qui déposait comme ça de l'or et qui empalait les gens qui venaient voler cet or. J'ai toujours imaginé que cette histoire était une énorme connerie. Il s'avère que ce personnage a réellement existé et qu'il a tout simplement inspiré Dracula. Son nom, Vlad l'Empaleur. Vlad l'Empaleur, c'était un mec pas très sympathique, on va pas se mytho. Vous allez voir que son histoire, elle est complètement incroyable et que ce mec était un gros taré. Alors Vlad III ou Vlad Tepes, il va naître en 1431 dans une forteresse qui s'appelle Sighisoara, en Transylvanie, vous l'aurez deviné. Évidemment, tout ça niché au cœur des montagnes des Carpates, en Roumanie. Alors son père, lui, c'est Vlad II, évidemment, il porte le surnom de Dracule, qui veut tout simplement dire dragon en roumain. Attention, dragon en roumain ancien, il y a de l'ancien roumain. Mais ça peut aussi signifier le diable. Je sais dire merci en roumain, Mulțumesc. Ce surnom, ça lui vient de son appartenance à l'ordre du Dragon, qui est un groupe de chevaliers qui a été créé en 1408 par Sigismond de Luxembourg, qui était le roi de Hongrie, et futur empereur du Saint-Empire romain germanique, ce fameux grand territoire qui regroupait l'Allemagne et tout le bordel. Prof d'histoire, bonjour. Et donc cet ordre, il avait pour mission sacrée de défendre justement le christianisme contre l'avancée des Turcs, des Ottomans. Donc c'était les fameuses guerres de religion qui arrivaient par l'Est. En tout cas, eux étaient chargés de l'Europe de l'Est, puisqu'ils étaient là-bas. La famille de Vlad III, elle appartient à la dynastie des Bassarabes, qui règne sur la Valachie depuis le XIVe siècle. La Valachie, c'est une principauté située entre les montagnes des Carpates du Nord et le fleuve Danube qui est situé au sud. Cette dynastie Valachie, elle occupe une position très importante entre l'Europe chrétienne et l'Empire ottoman, qui ne cesse de grandir. Vous avez déjà dû entendre parler de tous ces noms, Valachie, Transylvanie. Si vous avez regardé Twilight, vous avez entendu forcément ces trucs-là. Je suis Robert Pattinson, bonjour. Cette situation géographique qui est un peu particulière, elle va obliger les dirigeants à jouer constamment les équilibristes entre les grandes puissances de l'époque, la Hongrie catholique, l'Empire ottoman et les principautés orthodoxes voisines de Moldavie ou Transylvanie. Évidemment, dans tout ça, il y a le jeune Vlad. Il est petit encore, et il va grandir là-dedans, dans un contexte justement d'instabilité politique qui est permanent. Sa mère, elle va rester un personnage un peu mystérieux dans les documents historiques. Alors, on pense que c'est probablement la princesse Sneadja, j'arrive pas à le prononcer, une princesse de Moldavie. Vlad, il a aussi deux frères, notamment Mirsena, qui est né vers 1430, qui est l'aîné, et Radu, qui est le cadet, qui est né vers 1435, et lui, il va jouer plus tard un rôle très important dans le destin de Vlad. Donc l'enfant de Vlad, elle va se dérouler entre la cour de son père, mais aussi les châteaux fortifiés de Targovice, qui est la capitale de la Valachie. Capitale des vampires. On n'y est pas encore, attendez. Et donc là, il va recevoir une éducation de prince absolument traditionnelle. Il apprend à manier les armes, à monter à cheval, mais aussi la stratégie militaire, mais également les bases du latin, du grec et des langues locales nécessaires à la diplomatie de l'époque. On formait comme ça un prince qui était prêt à tout. On va tout simplement former un monstre. Évidemment, tout ça a un prix puisque le jeune Vlad n'a finalement pas de liberté. On est en l'an de grâce 1442 et cette année va marquer un tournant absolument fort pour le jeune Vlad, parce que son père Vlad II Dracule va se retrouver face à un problème politique impossible à résoudre. Vous avez d'un côté les Hongrois qui le pressent de rejoindre une alliance anti-turque, et de l'autre côté il doit ménager le sultan Mourad II, tout ça pour préserver l'indépendance fragile de la Valachie. Et dans ce jeu diplomatique compliqué, le sultan, il exige en plus des preuves concrètes de la fidélité de son vassal Valak. Un vassal Valak, c'est en fait un dirigeant qui dépend d'un plus puissant. Imaginez Emmanuel Macron, vous prenez Donald Trump, voilà. Macron, c'est le vassal Valak de Trump, tout simplement. L'Europe entière, j'ai envie de vous dire. C'est un peu sa boniche, on va pas se mentir. Pour prouver la fidélité, on va utiliser une technique somme toute classique qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est l'échange d'otages de haut rang. Pas de haut rang à l'endroit, de haut rang en deux mots, H-A-U-T-R-A-N-G. Des otages de haute valeur ajoutée. Enfin, de haute valeur tout court. Donc Vlad II, il va accepter de confier ses deux fils cadets, Vlad et Radu, qui sont âgés respectivement de 11 et 7 ans, à la cour ottomane. C'est une décision qui aujourd'hui nous paraît absolument horrible puisque il donne ses fils. C'est une sorte de caution, littéralement, il donne ses fils en caution. Sauf qu'à l'époque, c'est vraiment la logique féodale où les alliances, elles se créent par des liens familiaux et où les enfants nobles, servent de garantie vivante aux traités diplomatiques. Faut rembourser, sinon les enfants, tu risques de plus les revoir. Et de là va débuter un voyage vers la capitale ottomane pour donner ses enfants. Et donc ce voyage vers la capitale ottomane d'Andrinopol, actuelle Edirne en Turquie, donc ça a changé de nom, ça constitue pour les deux jeunes princes leur première
première rencontre avec l'immensité de l'Empire ottoman, qui, je vous rappelle, était vraiment colossal, hein, c'était quasiment les boss du monde. Ils découvrent un monde qui est complètement différent de leur Valachi natale. Les mecs, ils étaient perdus en Roumanie, en Transylvanie, voilà, à accueillir des pâquerettes. Ils se retrouvent dans un truc monstrueux, hein. Donc ce sont vraiment des villes cosmopolites où vont se mélanger les langues et les religions, une administration raffinée qui est héritée de l'Empire byzantin, mais également une puissance militaire sans équivalent en Europe. Mais vous avez également des cours qui vont leur être donnés, qui sont hyper raffinés. Ça change vraiment de ce qu'ils vivaient avant, dans le Danube, où vraiment on leur mettait des coups de savate. Alors la pseudo-captivité des deux frangins, tout ça à la cour ottomane, elle ressemble pas à un emprisonnement traditionnel évidemment. Eux, ils vont être traités selon leur rang royal, ils vont être logés dans des appartements très corrects et vont recevoir une éducation extrêmement soignée. Évidemment, le sultan Mourad II, qui est très conscient de l'importance stratégique de ses otages, il va veiller à ce qu'ils soient formés selon les standards de l'élite ottomane. Il donne pas une éducation de Transylvanie, hein, là, il les éduque à sa sauce. Vlad et Radu, ils vont apprendre le turc, l'arabe et le persan. Ils étudient les sciences, la philosophie, la théologie, et perfectionnent leur art militaire selon les techniques ottomanes les plus avancées. Évidemment, cette éducation un petit peu dorée, elle cache une réalité qui est beaucoup plus sombre. Les témoignages historiques, ils suggèrent que Vlad, contrairement à son frère cadet, il va se montrer rebelle et récalcitrant face à ses geôliers. Son caractère orgueilleux et sa fierté de prince chrétien va se heurter aux tentatives d'assimilation culturelle ottomane. Évidemment, on essaie de le faire croire à une autre religion, lui il va dire non, je veux pas. On a les mêmes problèmes aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et donc cette résistance, ça lui vaut des punitions répétées, mais aussi des périodes d'isolement et peut-être même des séances de torture qui vont le marquer évidemment à vie. Le mec est traumatisé, hein, il se fait tabasser la tronche. Alors Radu, son frère, qui est un petit peu plus jeune et plus malléable, il va mieux s'adapter à cet environnement, ou plutôt il va mieux se faire modeler. Il va apprendre à apprécier la culture ottomane, se convertit probablement aussi à l'islam et va gagner les faveurs de ses maîtres. Cette différence d'attitude entre les deux frères, ça va creuser un fossé qui va les opposer plus tard de manière tragique. C'est vraiment un film, hein, c'est-à-dire les deux frères, ils sont envoyés dans un autre pays, ils vont être éduqués d'une manière qui est totalement différente de là où ils étaient, ils vont prendre une route différente et puis un jour, ils vont se recroiser plus tard, et ce sera la guerre des frères. C'est vraiment un film. Durant ces 6 années de captivité, Vlad, il observe et il apprend. Il étudie aussi les méthodes d'administration ottomane, leurs techniques militaires, leurs stratégies diplomatiques, mais aussi leurs pratiques punitives. Dans ces pratiques punitives que Vlad ne va pas oublier, dont il va se souvenir très profondément pour son avenir, il y a notamment, petit florilège, l'empalement, qui est un châtiment traditionnel dans l'Empire ottoman, notamment pour les crimes les plus graves. Ça fait partie des réalités quotidiennes qu'il côtoie. L'empalement, ça consiste à transpercer le corps d'une personne avec un pieu pointu, provoquant ainsi une mort lente et atroce. Sans le savoir, il va accumuler un arsenal de connaissances qui lui serviront plus tard, mais dans le sens opposé à celui espéré par ses maîtres. C'est vraiment Anakin Skywalker, à qui on apprend les rudiments du combat du sabre laser. On se dit, il a plein de midi-chloriens dans le sang, sauf qu'un beau jour, il devient Dark Vador. Tu étais l'élu, c'était toi! C'est exactement pareil, les gars. George Lucas, il est pas allé loin, hein, il a tout pris de là. Non, j'en sais rien, mais ça ressemble. On est en 1447 et Vlad et Radu, donc qui sont chez les Ottomans, hein, en train de se faire former, plutôt qu'ils sont là-bas en guise de caution, eh bien ils vont apprendre une mauvaise nouvelle puisque leur frère, qui est resté là-bas au pays, et leur père se sont fait assassiner. Alors le responsable de ce meurtre, c'est János Hunyadi, qui est un puissant dirigeant hongrois qui gouverne à la place du jeune roi de Hongrie. Hunyadi considère le père de Vlad comme un traître parce qu'il s'entendait avec les Turcs, qui étaient évidemment les ennemis des chrétiens. La mort de son père, c'est pas un simple assassinat politique, parce que les livres d'histoire de l'époque racontent des détails absolument horribles. Vlad II, il va être enterré vivant par ses ennemis. Son fils aîné, Mircea, donc le frangin de Vlad, hein, lui, il va subir un sort qui est encore pire. Il va être aveuglé par des barres de métal chauffées au rouge. On va lui enfoncer des barres en feu dans les yeux, hein. Et ensuite, il est enterré vivant, hein, comme son père. Donc, mort un petit peu moyenne. Donc, ces morts atroces, elles vont marquer profondément le jeune Vlad III, qui apprend une leçon terrible sur la cruauté du pouvoir et de l'importance de se venger. Ça, c'est lui qui va tirer cette conclusion, hein, qu'il faut se venger. Il va pas se priver, vous inquiétez pas. Le sultan turc Mourad II, il veut placer quelqu'un de fidèle sur le trône de Vlachi. Et donc il décide finalement de libérer Vlad III, le petit Vlad, hein, qui a fini sa formation chez les Ottomans, et justement de l'aider à prendre le pouvoir là-bas en Valachi. Et c'est une stratégie qui est plutôt astucieuse, parce que finalement, il va mettre quelqu'un de sa poche aux commandes d'un autre endroit pour le diriger. Je sais pas si c'est hyper clair ce que j'ai dit, mais voilà. Oui, parce que plutôt que de conquérir directement la Valachi, les Turcs, ils vont préférer mettre quelqu'un sur qui ils ont le contrôle pour justement diriger cet endroit. Ça évite une guerre, ça coûte moins cher, c'est plus pratique. Sauf que Vlad III va peut-être en faire un peu à sa tête.
tête. Donc à l'automne 1448, Vlad III, qui est âgé de seulement 17 ans, va traverser le Danube avec une armée turque en marche sur Targoviste, la capitale de la Valachie. Sa première conquête du trône, elle va se passer sans problème. Vous avez les boyards, qui sont des nobles locaux, ils vont être emprisonnés par la force militaire turque, ils vont accepter le jeune prince sans se battre. Donc là, easy vraiment, il arrive en mode c'est moi le prince, le premier qui moufte, c'est fini. Empalement direct. Les mecs ont dit rentrez monsieur, monsieur Vlad, bienvenue chez vous. Ça s'est passé comme ça. Alors le problème, c'est que ce premier règne, il va pas durer longtemps, parce que moins de 2 mois après son couronnement, Vlad III, il doit fuir son trône tout simplement. János Hunyadi, qui a tué son père, hein, vous vous souvenez, le mec de Hongrie, il va lancer une contre-attaque rapide et puissante, et l'armée hongroise envahit littéralement hein, la Valachie, et elle va placer sur le trône Vladislas II, qui est un membre de la famille rivale et allié fidèle de la Hongrie. Évidemment, chacun place ses amis, ça n'a pas changé. Et donc cette première expérience de pouvoir à Vlad III, ça va lui apprendre des leçons très importantes, qu'il va retenir. Il va comprendre que la Valachie, elle peut pas survivre sans s'appuyer sur l'une des plus grandes puissances voisines, mais il réalise aussi que cette dépendance, elle est dangereuse, que ce soit avec la Turquie ou la Hongrie. Plus important encore, il va découvrir que les nobles, ils changent facilement de camp. Les mêmes boyards qui l'avaient accueilli vont l'abandonner tout simplement quand la situation, elle va se renverser. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils se mettent là où ils peuvent garder leur fric, mais surtout leur tête. Finalement, notre Vlad national est chassé de Valachie, et là va commencer une période d'errance qui va durer 8 ans, et le mener à travers toute l'Europe de l'Est. Cette phase de sa vie, mal connue par les documents historiques, le transforme peu à peu d'adolescent traumatisé en un homme politique expérimenté, avec des idées un peu extrêmes. Il va apprendre à naviguer sur le monde compliqué de la diplomatie européenne, à créer des alliances contradictoires et à exploiter les rivalités entre les grandes puissances. Alors au début, il va essayer de trouver refuge chez ses anciens maîtres turcs. À ce moment-là, le sultan, lui, il est un peu déçu de l'échec de son protégé, mais il est conscient de son potentiel et il veut pas non plus le renier, donc il va lui donner une pension et la protection de l'Empire. Vlad, il va passer probablement plusieurs années dans les territoires turcs des Balkans, perfectionnant sa connaissance de l'administration impériale, et vers 1451 ou 1452, la situation politique elle va changer en faveur de Vlad III. János, donc celui qui avait tué son père, son ennemi juré, il va mourir subitement, laissant derrière lui un fils qui s'appelle Matthias Corvin, qui est encore trop jeune pour exercer pleinement le pouvoir. Et donc cette mort, elle ouvre une opportunité à Vlad de saisir encore une fois le pouvoir. Il va quitter discrètement l'Empire turc et se rend en Moldavie. Tout ça chez son cousin Bogdan II. Pas Bogdanov, hein, Bogdan II. La Moldavie, ça va offrir à Vlad un refuge idéal pour préparer son retour au pouvoir. C'est pas le retour du Jedi, c'est le retour du Roumain, les gars. Alors la Moldavie, elle est proche géographiquement de la Valachie, elle est politiquement indépendante des Turcs et de la Hongrie, et donc elle constitue une base parfaite pour ses ambitions. Bogdan II, lui aussi, il voit une petite opportunité comme ça de monter en grade, puisqu'il sent que le cousin, il a quand même une certaine influence, et lui, il se dit, si je pouvais prendre un petit peu de beurre dans l'histoire. Donc évidemment, il va l'accepter chez lui. Hein. C'est pas par bonté de cœur, évidemment. Alors durant son séjour en Moldavie, Vlad III, il va mûrir ses projets de reconquête et développe sa vision politique. Il va comprendre que son échec de 1448, ça vient finalement de sa dépendance excessive envers une seule puissance étrangère. Il va devoir jouer sur plusieurs tableaux. La fourberie du politique. Sa stratégie, elle va reposer sur 3 piliers principaux. Il va cultiver ses relations avec les nobles, il va établir des contacts secrets avec certains dirigeants turcs, il va explorer la possibilité d'un rapprochement avec la Hongrie. Et dans tout ça, il va apprendre à mentir avec conviction, mais aussi à promettre sans s'engager et à trahir sans remords. En somme, à devenir un véritable politicien. Mais c'est vrai, hein, c'est ça la politique, hein, finalement, c'est un jeu de mensonges, c'est de la manipulation, c'est que ça. On le vit encore aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas de secret, hein, on n'apprend rien. Hein. C'est en 1456 que la véritable personnalité de Vlad va s'exprimer, mais notamment le côté le plus dark. Parce qu'après 8 années d'exil et de préparation, il juge enfin le moment venu de reconquérir son trône. La situation politique va lui être favorable. L'Empire turc, il est complètement affaibli par les troubles internes, il peut pas intervenir efficacement en Valachie pour le virer du trône. Et la Hongrie aussi, c'est un petit peu la galère, il y a une instabilité politique à ce moment-là. Donc là, Vlad, il a du flair, il sent que c'est le moment. La fouine doit se lancer. Et donc il va lancer une offensive au printemps 1456, à la tête d'une armée composite réunissant les exilés valaques, mais aussi des mercenaires moldaves et quelques contingents turcs. Il y a vraiment un peu de tout, hein. Il a pris tout ce qu'il avait sous la main. Sa stratégie militaire, elle va déjà révéler un petit peu ses traits de personnalité. Extrême cruauté, fin de l'histoire. Parce que plutôt d'attaquer frontalement, il mise sur la guerre psychologique et la terreur pour démoraliser ses adversaires. Donc il va faire les pires horreurs hein, pour faire peur à tout le monde. Et ça fonctionne. La bataille décisive, elle va se dérouler près de Targoviste. Tout ça en août 1456.
1356. Vladislav II, il va être surpris par la rapidité de l'offensive, il ne va pas parvenir à mobiliser efficacement ses soutiens. Bon, finalement, la bataille va se finir par un duel entre Vlad III et Vladislav II, pardon, une vraie boucherie, hein, ils se sont découpés, et évidemment, Vlad, il va gagner. Cette victoire militaire, elle va s'accompagner immédiatement d'un massacre absolument massif, parce que Vlad III, il est conscient que sa légitimité, elle est encore fragile, donc il doit appuyer comme ça sa venue, il doit montrer c'est qui le patron, et donc pour ça, il va décider d'éliminer ses opposants potentiels, notamment les partisans de Vladislav II, qui vont être pourchassés sans merci. Certains vont être exécutés sur le champ, d'autres emprisonnés, et d'autres vont être contraints d'exiler. Et c'est justement durant les premiers mois de règne que Vlad, il va expérimenter l'empalement à une échelle encore jamais vue en Europe, hein. Là, c'était vraiment une boucherie-charcuterie. Inspiré des méthodes punitives turques, comme on l'a vu au début, il transforme ce supplice traditionnel en un instrument de gouvernement systématique. Parce que l'empalement devient à la fois le châtiment judiciaire, mais aussi un outil de dissuasion politique, et également un spectacle public destiné à terroriser la population. Parce que tous les matins, si tu vas au marché t'acheter un poulet patate pour aller regarder Texas Ranger là en famille le dimanche, et que tu tournes la tête, que tu vois 30 000 personnes empalées sur des pics, pas tout à fait mortes, ça peut faire peur. Tu payes tes impôts après ça. On peut pas dissocier Vlad III et l'empalement, puisque c'était vraiment sa technique favorite. Mais alors, qu'est-ce que l'empalement précisément? On va enlever les vêtements du condamné, puis il va être attaché, allongé. Et ensuite, il y a un pieu extrêmement pointu qui fait environ 2,50 m à 4,50 m, sur 10 à 15 cm de diamètre, hein, donc un truc assez balèze. Il va être introduit par l'arrière, hein, là où vous recrachez vos aliments quand ils sont digérés. Ça va être poussé lentement à travers son corps, tout ça en évitant soigneusement les organes vitaux, dans le but de garder vivante la personne évidemment, sinon c'est pas marrant. Et donc le pieu, il va ressortir généralement par la bouche ou l'épaule. Et les victimes, qui sont évidemment toujours vivantes, elles sont finalement dressées verticalement, donc on les relève comme ça, hein, tel un drapeau. Tout ça pour une agonie qui peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours pour certaines. Alors les gens qui étaient empalés comme ça, après, le pieu, on le mettait 1 mètre dans le sol, comme ça, il y avait des gens qui étaient plantés dans des poteaux, quoi. Certains témoignages de l'époque disent que les plus grands pieux servaient à exposer les corps comme de véritables avertissements. Ils étaient visibles d'extrêmement loin, parfois même depuis l'entrée de la ville. Tout ça évidemment dans le but de frapper les esprits et de semer la terreur chez les ennemis, mais aussi chez la population, hein, pour les garder bien dociles. Aujourd'hui, on vous dit, vous n'aurez plus le droit d'aller en terrasse boire un verre. Les gens, ils foncent chez leur médecin pour faire des piqûres. Avant, on t'empalait sur un pieu, hein, pour te montrer c'était qui le patron. Je sais pas si ce serait une très bonne analogie. Alors Vlad, il va expliquer que cette méthode, elle présente plusieurs avantages, évidemment, il adore. Il va dire que ça décourage efficacement toute rébellion, car même les plus courageux sont terrorisés. Tu m'étonnes. Ça permet aussi de graduer la souffrance selon l'importance du crime. Une espèce de dosimètre comme ça, selon le pieu que vous utilisez, ça fait plus ou moins mal. Et il dira aussi que ça constitue un spectacle public qui rassemble la population autour du prince. Sinon, vous pouvez faire la fête de la musique, ça marche aussi. La légende, elle raconte même que Vlad III, il aurait même fait placer une coupe en or, du moins une coupe avec des pièces d'or dedans. Donc ça, c'est la fameuse histoire qu'on me racontait quand j'étais petit. Tout ça dans une fontaine ou sur la place publique, en plein centre de Targovis. Tout ça pour prouver que personne n'oserait voler sous son règne. Parce que le premier qui allait se servir, il finissait avec un pieu de 4,50 m dans le cul. Et donc la légende raconte que la coupe serait restée en place intacte tant que Vlad était au pouvoir. Alors ce genre de récit, ça montre à quel point les gens étaient tous terrorisés, qu'il y avait un ordre qui était quasiment absolu sous le règne de Vlad. Alors cette histoire, ça reste plus ou moins une légende, mais en tout cas c'est un truc qui se raconte depuis longtemps. En tout cas moi on me l'a raconté. L'événement le plus emblématique de la terreur qui est organisé par Vlad, il va se dérouler au printemps 1459, lors de la célèbre Pâque sanglante. Prétextant célébrer la résurrection du Christ, Vlad il va convoquer l'ensemble de la noblesse valaque, tout ça un banquet solennel dans son palais. Vous avez plus de 500 boyards, accompagnés de leurs familles, qui vont répondre à cette invitation, qui ressemble évidemment à un piège soigneusement orchestré. Vlad était un fourbe. Le repas il va se dérouler dans une atmosphère apparemment festive. Vous avez des musiciens, des danseuses et des mères raffinées. Vlad III, il va jouer son rôle d'hôte absolument aimable avec tout le monde. Vous sentez venir la douille, hein, on la sent tous venir. Il va multiplier les toasts, évoque avec nostalgie les traditions ancestrales de la Valachie. Rien ne laisse présager au massacre qui va suivre. Si ce n'est la présence un peu inhabituelle de beaucoup de gardes armés. Normalement, il n'y en avait pas autant. Là, tout autour, vous aviez des mecs avec des haches partout. Alors ceux qui étaient là en train de danser, ils se sont pas posé la question pourquoi il y a 30 mecs avec des haches qui me regardent. Il y avait un signal qui avait été convenu, qui va être lancé par Vlad, et à ce moment-là, les soldats vont se jeter sur les convives qui sont stupéfaits, et en quelques minutes, la salle des fêtes se transforme littéralement en un abattoir. Les boyards les plus âgés sont tout simplement empalés immédiatement, tandis que leurs cadets sont contraints de construire le château de Poenari. Donc ça devient des esclaves, hein, littéralement. Dans des conditions qui équivalent à des condamnations à mort différées. Les femmes et les enfants ne sont pas épargnés, parce que certains sont également empalés, tandis que d'autres sont vendus comme esclaves. Un film d'horreur, hein, littéralement. Donc il a fait littéralement une purge de la noblesse. Hein. Les Khmers rouges, hein, c'était un petit peu la même histoire. On a supprimé comme ça
les élites. Je sais pas si c'est exactement pour les mêmes raisons, mais là, Vlad, il avait senti que ça pouvait déstabiliser son règne et le faire sauter. Donc, il a préféré tous les tuer. La destruction de l'aristocratie traditionnelle, ça va lui permettre de procéder à une refonte complète aussi de l'administration valaque. Il va remplacer ces nobles héréditaires, des mecs qui étaient là depuis des générations, qui sont blindés, et donc il va les remplacer par des hommes nouveaux, choisis exclusivement en fonction de leur loyauté personnelle. Il va y avoir une centralisation énorme du pouvoir, puisque maintenant il est le dirigeant total. C'est pas une démocratie, on va pas se mentir. Vlad, il va pas s'arrêter à ça, parce qu'il va confisquer aussi les domaines, notamment les domaines des gens qui viennent d'exécuter. Il va les redistribuer à ses fidèles, ou il va les conserver dans le domaine princier. Donc c'est une nationalisation massive qu'il va faire. Ça va modifier profondément les structures sociales du pays. Il va aussi mettre la main sur tout le commerce international. Il va créer un réseau d'informateurs qui va surveiller tous les niveaux de la société valaque. Cette police secrète, elle rapporte quotidiennement au prince les moindres manifestations de mécontentement. Et lui, il était là en train d'aiguiser ses pieux pour le moindre mec qui voudrait se rebeller. Les moindres délits mineurs, ils vont être punis par des punitions disproportionnées. Vous avez par exemple un marchand qui va tricher sur le poids, qui peut être empalé publiquement. Ou alors une femme adultère qui est brûlée vive. Un paysan qui va critiquer la politique princière, on va le peler, écorcher vif. Fallait être copain avec Vlad, fallait dire que du bien, sinon c'est chaud. Assez naturellement et paradoxalement, tout ce contrôle et cette peur constante, ça va créer un endroit qui est hyper safe. Les routes, elles sont hyper sûres, le brigandage, il va disparaître quasiment complètement, le commerce, il va prospérer et les frontières sont efficacement défendues. Mais finalement, tout ça à quel prix, hein? Chaque fois, c'est une question d'équilibre. On doit supprimer des libertés pour avoir une certaine quiétude, on va dire. On n'a pas vraiment le choix. Vous vous souvenez, avant Vlad, il était pote avec les Turcs puisqu'il a grandi là-bas, il a tout appris d'eux. Sauf que vers 1459, l'entente, elle va pas trop continuer. Ça se dit trop continuer? C'est pas grave. Vous avez plusieurs facteurs qui vont contribuer à cette détérioration progressive des relations, notamment à cause du sultan Mehmed II, qui a conquis Constantinople en 1453. Lui, il va développer une politique qui est expansionniste. Il veut étendre un peu son pouvoir, comme tout le monde, hein. En gros, il veut récupérer un peu les terres de Vlad III, et Vlad ne veut pas. Classique. Vous avez un premier incident grave qui va éclater à propos de l'argent annuel que la Valachie doit verser à l'Empire turc. Parce que finalement, la Valachie, c'était une sorte de franchise de la Turquie, hein, tout simplement. Et donc, il y a eu un problème avec cet argent qui devait être versé, traditionnellement fixé à 10 000 ducats d'or. Et tout d'un coup, le sultan, il va monter à 15 000, et évidemment, Vlad, il est pas content. Et le sultan, il va également qu'on lui envoie 500 jeunes hommes pour entrer dans son armée. Sauf que Vlad, il ne va pas accepter. Alors, la rupture définitive, elle va arriver durant une ambassade turque qui est envoyée à Tagovist au printemps 1459. Vous avez les ambassadeurs du sultan habitués à la soumission craintive des princes vassaux, notamment de Vlad. Là, ils vont adopter un ton assez hautain avec Vlad, et Vlad, il va pas aimer. Ils exigent non seulement le paiement immédiat des arriérés de tribut, donc ces fameux 15 000 que Vlad ne voulait pas payer, donc ce delta, c'est 5 000, mais également que le prince valaque se rende personnellement à Constantinople pour rendre hommage au sultan. Tous les observateurs politiques de l'époque savent très bien que les princes vassaux qui sont convoqués dans la capitale turque ne reviennent jamais en un seul morceau. Et là, Vlad va avoir une réaction sur le moment, hein, c'est-à-dire qu'il est à la réunion d'ambassade avec tous les ambassadeurs de Turquie, puisqu'il va tout simplement faire arrêter tous les ambassadeurs, et il va les empaler avec un grand pieu de 4,50 m chacun sur la place publique. Problème réglé. Le mec, pour régler ses problèmes, il avait des pieux comme ça dans son dos, valait mieux être copain. Mais pire que ça, parce que leur coiffe traditionnelle qu'on vous montrera ici en image, elle va être cloutée directement sur leur tête, c'est-à-dire qu'on leur enfonce des clous dans le crâne. Évidemment, tout ça constitue une déclaration de guerre, ça peut pas être accepté par les Turcs, c'est normal. Évidemment, là, c'est la guerre totale, et Vlad, il va fortifier un peu sa ville parce qu'il sent le truc venir, hein. Il y a 1 milliard d'Ottomans qui vont débarquer, les gars. Ils veulent récupérer les diplomates, c'est des sucettes. Ils sont au bout de bâton, là. De tout ça va découler des alliances, une recherche de copains et tout, pour essayer de se défendre. Et donc l'offensive contre les Turcs, elle va commencer vers le printemps 1460, notamment par une série de raids dévastateurs au sud du Danube. Et plutôt que d'attendre passivement l'inévitable riposte des Turcs, il va choisir de porter le conflit au territoire ennemi. Donc vraiment, là, il y va, hein, il fonce dans le tas, il attend pas que les mecs arrivent, il va en Turquie. Bon, il va appliquer les fameuses techniques des terres brûlées pour qu'on puisse plus cultiver quoi que ce soit. Vraiment, il brûle tout, les récoltes, il détruit les maisons, il tue les bétails. Il fait des parkings à la place des villages, hein, littéralement. Et de tout ça va découler des bouquins qui expliquent que vraiment c'était un charnier total. Le Danube, il était rouge tellement qu'il y avait du sang. De tout ça va découler encore des campagnes militaires absolument incroyables, et il va réussir à ramener plus de 20 000 prisonniers qu'il va empaler. C'est pas genre il va les utiliser pour faire des trucs. Non, lui,
il veut mettre les gens sur des pieux, il veut que ça. Et vous avez d'ailleurs une lettre qui a été envoyée par Vlad III à Mathias Corvin, qui date de 1462, qui dresse un bilan plutôt macabre hein, de ces combats. J'ai tué des hommes et des femmes, vieux et jeunes, qui habitaient à Obskulza et à Nova Zelo, là où le Danube se jette dans la mer, jusqu'à Rahova. Nous avons tué 23 804 Turcs et Bulgares, sans compter ceux que nous avons brûlés dans leur maison, ou dont nous n'avons pas coupé les têtes. Simple et efficace. Évidemment, le sultan turc Mehmed II, il est pas content, il doit réagir. Et au printemps 1462, il va rassembler une armée considérable, estimée entre 60 et 80 000 hommes, soit l'une des plus importantes forces militaires jamais déployées par l'Empire turc en Europe orientale. Je sais pas si vous avez vu le Seigneur des Anneaux, là, quand ils descendent de la montagne, toute l'armée. C'est pareil. Donc cette armée composite, elle réunit les meilleures unités de l'Empire, les janissaires d'élite, les sifafis de la garde impériale, c'est des cavaliers d'élite, mais aussi des contingents anatoliens aguerris et des auxiliaires balkaniques. Pas la famille Balkany, hein, rien à voir, hein, c'est des gens des Balkans. Vlad il voit que c'est un petit peu chaud là et donc il va abandonner Targoviste après avoir fait évacuer la population. Il va se replier dans les Carpates, dans les montagnes. Là-bas vous avez des endroits fortifiés. Et là Vlad il va faire encore un coup de maître hein, parce que c'était un vicieux celui-là. Il va empoisonner tous les puits sur son passage. Il va également détruire les ponts. Il incendie les réserves de vivres. Il va organiser des embuscades meurtrières contre les colonnes de ravitaillement ennemies. Il sème également la terreur auprès des rangs turcs en empalant systématiquement tous les prisonniers capturés. Et à un moment donné c'était tellement abusé qu'il y a un endroit qu'on a appelé la forêt des empalés. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de gens empalés à Targoviste que tu rentrais dans une forêt, c'était pas des arbres, c'était des mecs en mode sucette. Et donc cette forêt des empalés, c'est peut-être l'un des trucs les plus horribles qui se soient passés dans l'histoire de Vlad. En fait, il va faire ça lorsque l'armée turque va s'approcher un petit peu trop près pour leur faire peur. Il va organiser un truc macabre. Pour accueillir dignement le sultan et ses troupes, Vlad il va organiser un spectacle d'une cruauté absolument inimaginable qui va rester gravé dans les mémoires collectives européennes. Sur une étendue de plusieurs kilomètres autour de sa capitale abandonnée, il va faire dresser une véritable forêt de pieux sur lesquels agonisent plus de 20 000 prisonniers turcs et bulgares qui sont capturés lors des raids précédents. Cette mise en scène qui est absolument indicible et inimaginable, ça révèle le raffinement diabolique de Vlad III. Les victimes sont disposées selon une hiérarchie précise. Vous avez les dirigeants ottomans qui occupent les pieux les plus hauts et les plus visibles, sont vêtus de leur costume d'apparat pour être facilement identifiables. Les soldats ordinaires sont empalés sur des pieux de hauteur moyenne, tandis que les civils occupent des positions basses. Cette graduation dans l'horreur, elle vise à maximiser l'impact psychologique du spectacle sur les observateurs ottomans. Là on se dit, bon le sultan, il voit ça, il va dire c'est pas grave. En fait il est choc-barre, il est complètement choqué. Il est à la fois choqué, mais il est aussi impressionné parce qu'il dira ceci: l'homme qui a fait de telles choses est vraiment digne d'admiration. Mais derrière, il va dire à tout le monde: bon les gars, c'est bon, on se casse. Et c'est d'ailleurs l'un des rares échecs de Mehmed II durant des combats, parce que il ne perdait jamais. Mais là, c'était un peu trop, hein, on va pas se mentir. Ça s'explique aussi par la perte de matériel, donc ils étaient plus trop équipés hein, pour aller combattre. Mais aussi cette forêt hein, de gens empalés, voilà, ça les a démoralisés, et puis personne voulait y aller. Hein. Personne veut finir comme ça. Évidemment, toutes bonnes choses ont une fin. Alors là, vous avez les alliés de Vlad qui vont commencer à le lâcher, notamment à cause des techniques extrêmement violentes de Vlad. Hein. Ils se disent, on va peut-être pas le garder en allié, lui, parce que si ça se passe mal... Donc ils préfèrent un peu s'écarter et faire genre, on ne connaît pas, on n'a pas vu. Donc tout le monde est choqué, hein. Je veux dire, les Hongrois, ils sont choqués, tous les copains, ils sont choqués. Ils disent, Vlad, qu'est-ce que tu fais? Vous vous souvenez du frère Radu, hein, qui avait grandi avec les Ottomans, avec Vlad, bah lui il est resté chez les Turcs, chez les Ottomans. Il va en profiter pour dire, bah les gars, ça va être la paix si moi je viens diriger tout ça, je pardonne à tout le monde, je restitue même les terres aux nobles, prenez-moi. Radu il voit une brèche dans laquelle s'engouffrer pour prendre le pouvoir. Et justement ça marche parce que les nobles ils vont préférer de loin un accord à une guerre sans fin. Les châteaux de Valachi vont ouvrir leurs portes à Radu, les soldats se rendent et Vlad va se retrouver obligé de fuir vers les montagnes. Là Vlad il va essayer de fuir, ça va être un peu compliqué, il va passer par la Hongrie, il va demander l'asile politique, sauf que côté hongrois, l'ambiance elle a changé. Ils vont préférer négocier une paix plutôt que de relancer une guerre inutile. Et Vlad, à ce moment-là, il est un petit peu gênant. Alors, du coup, il est arrêté en douce, pas de chance. Il va être enfermé dans la forteresse de Visegrad. Tout ça durant 14 ans. Sa captivité, elle va évoluer peu à peu parce qu'il passe d'un enfermement sévère à une sorte de résidence surveillée. Et petit à petit, durant ces 14 années, ils vont essayer de le modeler, de le faire devenir catholique, pas orthodoxe. Tout ça pour
espérer le remettre au pouvoir parce que finalement il était pas si mal. Il va finir par s'adoucir, hein, devenir moins violent, plus réfléchi. Et en 1470, l'Empire ottoman il commence à avoir des soucis ailleurs, notamment des conflits avec les Perses, des révoltes internes, des tensions avec l'Égypte, etc. Et l'Empire ottoman a moins d'argent à consacrer à l'Europe, à la conquête de l'Europe. Et donc la réputation de Vlad à ce moment-là, elle va commencer à changer. Ces actes barbares d'autrefois sont désormais vus comme des preuves de résistance héroïque face aux Turcs. Il va être perçu comme un défenseur de la foi, vraiment le sauveur. Et justement, il va faire son grand retour. C'est le retour du Jedi, je vous l'ai dit. On est vraiment sur Anakin. Anakin le roumain, bonjour. 1476, Vlad, il retrouve enfin la liberté. On a besoin de lui en Valachie, on va le renvoyer là-bas. Et pour sceller son retour, il va épouser une dame qui s'appelle Ilona Silzlagi. Impossible à prononcer, hein, je vous mettrai le nom ici. C'est la cousine de Mathias Corvin, un dirigeant hongrois. Et c'est à l'automne 476 que Vlad, il va revenir en force avec une armée, il va traverser les Carpates avec un régiment de Hongrois hyper énervés, composé de Moldaves et de Valaques exilés, qui sont bien vénères, sauf qu'il a complètement changé parce que maintenant il prône la paix, il va rendre les terres aux nobles. C'est plus un mec qui est totalitaire, qui va tout prendre pour lui et qui va empaler tout le monde à tour de bras. Et justement ça a fonctionné parce que les forteresses vont se rendre sans combattre, les exilés vont rentrer au pays, les élites locales vont revenir. Vlad va réussir en quelques semaines là où il avait échoué quelques années plus tôt. Ce sont des petits livres allemands du 15e siècle qui vont faire passer Vlad III de personnage historique à héros de légende qu'on connaît sous le nom de Dracula. Ces petits livres qui étaient bon marché, ils étaient largement diffusés. Ils permettaient au grand public de découvrir ses exploits. Au moins une version très romancée, on va pas se mentir. Faut vendre des bouquins, les gars. Et le plus célèbre de ces livres, il va s'appeler Drakol Weyda, qui va être publié vers 1488 à Nuremberg. Ce texte, il va dresser un portrait très marquant de Vlad III et va poser les bases de la légende du fameux Dracula. C'est en quelque sorte le premier best-seller européen sur Dracula. Donc ce petit livre, il va décrire en détail toutes les atrocités attribuées à Vlad, les empalements par centaines, les tortures sophistiquées, les banquets macabres avec des cadavres, les plaisanteries sadiques, etc. Ce bouquin, il va prendre la sauce, un petit peu comme Harry Potter, c'est-à-dire que les gens, ils adorent ça. Il va même être traduit en latin sous le titre de Historia Dracula, ce qui va permettre sa diffusion dans toute l'Europe lettrée. Et il y a d'autres versions qui vont voir le jour, qui sont complètement déformées. On va lui attribuer des trucs de fou, jusqu'au truc où le mec a des dents comme ça et il boit du sang. Et c'est vers le 17 ou 18e que toutes les croyances autour des vampires, elles vont vraiment s'ancrer. Justement, on va attribuer à Vlad des pouvoirs comme ça. Notamment la soif du sang, son invincibilité, son charisme inquiétant. Et alors en parallèle, vous avez des historiens très sérieux qui vont commencer à s'intéresser à la vraie histoire de Vlad III. Et grâce à des méthodes très rigoureuses, ils vont tenter de séparer le vrai du faux. Les historiens, ils sont pas vraiment dans le folklore, ils veulent des faits. Sauf qu'en fait, ils vont découvrir des trucs tellement dingues que Vlad il a fait que ça va encore enrichir la légende et le rendre encore plus Dracula. Et ensuite va arriver évidemment le livre de Bram Stoker, l'écrivain irlandais qui va publier son roman Dracula, succès mondial. Alors Vlad évidemment un jour il va mourir, sauf qu'on sait pas vraiment comment il est mort. Il y a certains qui disent qu'il est mort dans une embuscade ottomane, tout ça près de Bucarest, mais vous avez une autre version qui a été rapportée par certaines sources ottomanes, et même par quelques chroniqueurs valaques. D'après eux, Vlad il aurait en réalité été victime d'un complot venant de son propre camp, les boyards. Cette grande noblesse valachie à qui il avait redonné les terres, elle aurait commencé à s'inquiéter de voir leur prince redevenir autoritaire, et donc il l'aurait supprimé, tout simplement. Et vous avez une troisième explication sur sa mort qui va être avancée, une mort beaucoup plus banale. Vlad aurait été tué par un accident pendant une simple escarmouche. Il était habitué à diriger lui-même ses troupes au combat, donc sur le terrain. Le gars était sur le terre-terre, fallait empaler dur. Il aurait été atteint par une flèche perdue lors d'un affrontement mineur avec des éclaireurs turcs. Moi j'adore les faits historiques comme ça, des mecs complètement incroyables qui sortent de l'ordinaire, des fous. J'espère que vous aurez apprécié. Pensez à mettre des likes, vous savez, ça soutient la chaîne. Merci à vous tous. Je vous laisse avec cette vidéo pour vous faire plaisir. C'est cadeau, je vous l'offre. Évidemment, comme d'habitude, à la prochaine. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Au revoir.